à tous, bienvenue dans Tout un monde, votre rendez-vous hebdomadaire avec les acteurs de l'actualité. Voici tout d'abord, comme chaque semaine, en quelques secondes, le bilan de 7 jours d'info. C'est commettre un délit. Manuel Valls a dévoilé son plan contre le racisme et l'antisémitisme. 100 millions d'euros seront mobilisés sur 3 ans. Les émeuteurs xénophobes font les gros titres en Afrique du Sud. Plus de 5000 étrangers, surtout des demandeurs d'asile et réfugiés africains, ont été déplacés. En Arizona, la diffusion d'une vidéo montrant un policier fonçant délibérément en voiture sur un homme armé crée la polémique. Le suspect a survécu à l'accident. Le Parlement européen a encouragé la Turquie à reconnaître le génocide arménien 3 jours après la déclaration du pape François à l'occasion du centenaire des massacres. Bonjour Daniel Cheikh. Bonjour. Israël fête ses 67 ans d'existence cette semaine et puisque nous sommes dans Tout un monde, on va se poser des questions sur la place d'Israël dans le monde. La semaine dernière, 16 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne, 16 sur 28, ont appelé Bruxelles à étiqueter les produits israéliens produits de l'autre côté de la ligne verte, c'est-à-dire dans les territoires qu'Israël annexe ou administre depuis 1967 et qui sont revendiqués notamment par les Palestiniens. Si l'Union européenne commence à étiqueter différemment les produits israéliens selon leur origine, est-ce que cela aura des conséquences concrètes pour Israël ? Tout d'abord, puisque nous sommes en semaine de fête nationale, il faut dire avec une certaine satisfaction qu'en 67 ans, après 67 ans, je pense que la place d'Israël dans le monde est solide et qu'il y a un très grand nombre de pays dans le monde qui voient dans l'existence et la création d'un État d'Israël pour le peuple juif comme un des plus grands et plus importants accomplissements du XXe siècle. Personne ne veut revenir là-dessus aujourd'hui. Personne, c'est un grand mot. Je ne dirais pas personne, mais je pense que si vous parlez de manière générale de la communauté internationale, il n'y a pas de question là-dessus. Bien au contraire, je crois que beaucoup de pays, qu'Israël est cher à beaucoup de pays, à beaucoup de gouvernements et à beaucoup de peuples. Maintenant, cela dit... Donc sur le problème de l'étiquetage. Sur le problème, d'abord, sur le problème de la question palestinienne et du conflit israélo-arabe, là, la position d'Israël est plus précaire parce qu'en fait, il n'y a pas un seul pays dans le monde qui partage exactement la position du gouvernement israélien actuel sur l'avenir des territoires. Ce qui mène à votre question plus précise sur les 16 ministres européens, sur l'Union européenne de manière générale et sur la classe internationale de manière encore plus générale, qui se sent de plus en plus frustrée par le vide diplomatique qui s'est créé ici, qui devient impatiente, qui n'a pas le sentiment qu'en Israël, il y a ou il y aura un gouvernement qui aura une véritable motivation pour changer cela. Et donc, elle fait appel... ces ministres font appel à un sujet que nous avons vu ressurgir de temps à autre pendant plusieurs années. De vrais dégâts, je ne sais pas, peut-être pas concrètement. Il faut expliquer au supermarché, il y aurait des avocats, prenons exemple, parce qu'on connaît beaucoup d'avocats en Israël, des avocats avec marqué « Made in Cisjordanie ». Et plus Israël, ou Made in le nom de localité. D'abord, je pense que le chemin est encore assez long pour arriver à ce genre d'étiquetage. C'est quand même l'Union européenne, c'est une machine très lourde, ça prend du temps. Et deuxièmement, il faut se poser des questions. Quand vous allez au supermarché, est-ce que vous regardez exactement sur chaque produit ? Les militants le font. Les militants le font, mais les militants, de toutes les façons, ils le font. Et ils n'achètent pas de produits israéliens. Donc, je ne suis pas certain que les dégâts économiques seront massifs. Les dégâts diplomatiques et les dégâts dans l'image d'Israël m'inquiètent beaucoup plus. 67 ans après sa naissance, en Europe, sur qui Israël peut compter ? Parce que vous avez dit un instant, personne dans le monde, ou aucun État dans le monde n'adopte complètement la position israélienne concernant les territoires. Oui, mais d'un autre côté, aucun pays dans le monde, sauf l'Iran peut-être, et quelques autres pays qui de toutes les façons n'ont pas de relation avec Israël, qui sont en état de guerre en Israël, aucun de ce pays ne veut voir disparaître Israël. Ce n'est pas par volonté de faire disparaître Israël que ces pays ont une position divergente de celle d'Israël sur l'avenir des territoires. Au contraire, diront-ils, ce que disent d'ailleurs les Européens, c'est pour assurer à long terme, à très long terme, la sécurité d'Israël qu'il faut une séparation. C'est d'ailleurs la position d'une certaine partie de la classe politique et de l'opinion publique en Israël. Mais lorsqu'il y a une crise en Israël, qu'elle soit économique, qu'elle soit militaire, qu'elle soit politique, vers qui Israël peut se retourner en Europe ? Vous avez demandé dans le monde, tout d'abord, les États-Unis, c'est clair. C'est une relation qui est véritablement hors pair.
qui est très particulière, qui est très profonde, qui n'est pas uniquement un caprice de telle ou telle administration américaine, ni même du gouvernement seulement. J'ai servi longtemps aux États-Unis. Je sais que c'est une relation qui est ancrée profondément dans la société américaine. Il y a beaucoup de sympathie mutuelle. Vous sous-entendez que l'Europe s'est fichue? Non, je ne dis pas que l'Europe s'est fichue, pas du tout. Je pense qu'Israël compte des amis très très fidèles en Europe. Très fidèles en Europe. Mais le jour où Israël aura un besoin vital pour, je ne sais pas, des armements, du matériel de défense, de soutien diplomatique, je pense qu'Israël va se tourner d'abord vers les États-Unis, mais en Europe aussi trouvera des soutiens certains. Un dernier mot qui concerne l'Europe. Moscou n'a pas l'air d'apprécier le soutien d'Israël à Kiev. Oui, il y a une certaine réciprocité ici. Israël n'apprécie pas beaucoup le soutien de la Russie à l'Iran. C'est un bras de fer un peu inégal, je pense. Un peu dangereux. Mais je ne sais pas, on verra si véritablement il y aura livraison de part et d'autre. Merci beaucoup, Daniel Scheck, d'avoir été avec nous. Avec l'annonce de la candidature de Hillary Clinton et celle de Marco Rubio aux primaires de leurs partis respectifs, on peut dire que la course à la présidentielle américaine est officiellement lancée. Tal Shalev avec nous pour en parler depuis New York. Bonjour. Bonjour Julien. Est-ce que ces deux candidatures changent la donne de la campagne ? Oui, cette semaine, on est passé à la vitesse supérieure dans cette campagne présidentielle. Du côté démocrate, on sait déjà aujourd'hui qu'Hillary Clinton est la candidate favorite pour le Parti démocrate. Et cette semaine, tous les yeux étaient rivés sur Hillary. Les médias ont suivi tous les mouvements de Clinton dans sa première semaine de campagne. Mais Marco Rubio est aussi un des candidats les plus intéressants à suivre. Il y a bien sûr encore beaucoup d'incertitudes quant à la campagne présidentielle du côté républicain, mais Rubio est très intéressant. Il est l'un des candidats les plus jeunes. Rubio et Clinton sont tous les deux révolutionnaires, on peut dire. Si Hillary est élue, elle sera la première femme présidente des États-Unis. Et de son côté, si Rubio est élu pour représenter les républicains et ensuite élu président, il sera le deuxième plus jeune président des États-Unis. On dit qu'Hillary Clinton est la favorite au sein de son camp, mais certains, dont Marco Rubio, la qualifient de leader du passé. Est-ce que c'est un argument qui peut lui nuire ? Eh bien, c'est vrai qu'Hillary Clinton a un souci. Il faut qu'elle se fasse une nouvelle image. Donc, plus de première dame ou madame la secrétaire d'État. Il faut qu'elle redevienne simplement Hillary. Elle doit se réinventer, ce qui n'est pas facile à faire. Mais à propos de son âge, c'est vrai qu'elle est considérée comme âgée, mais tout dépend aussi de qui sera le candidat du Parti républicain en face d'elle. S'il s'agira de Jeb Bush, qui a 62 ans, il n'y aura pas une grande différence avec Hillary qui a 68 ans. Mais si c'est Rubio à qui elle fera face, ce sera un problème. Il se présente comme la nouvelle génération. Certains disent qu'il essaye d'imiter Obama lors de la campagne présidentielle de 2008. Alors, Marco Rubio est moins connu que Clinton à l'étranger. Qu'est-ce qu'on doit savoir de lui ? Eh bien, il est considéré comme l'une des étoiles montantes du Parti républicain. Il a 43 ans et il est sénateur de la Floride. Il est considéré comme l'un des orateurs les plus talentueux au sein du Parti républicain et il représente l'idée du rêve américain. Il est le fils d'immigrés cubains. Sa mère était femme de ménage et son père était barman. En plus de cela, il représente la volonté du Parti républicain de se rapprocher de la communauté hispanique, qui est une communauté très importante ici aux États-Unis. Pour ce qui est de la politique étrangère, il a des opinions plutôt bellicistes. On l'a vu dans son annonce cette semaine, il avait tenu des propos très clairs au sujet d'Israël, de l'Iran, au sujet de la Russie et de la Chine. Mais Rubio est encore loin d'être un favori dans cette course. Il faut rappeler qu'on a encore le temps. Il reste encore 9 mois avant que les primaires commencent et 17 ou 18 mois avant que les élections ont lieu. Donc ce sera une campagne très longue et il est peut-être un peu tôt pour parier sur ses chances. Tal, on a souvent vu aux États-Unis une alternance un peu classique, après 2 mandats républicains ou 2 mandats démocrates. Qu'en dites-vous à présent ? Est-ce que les républicains sont prêts à reprendre la Maison-Blanche ?
Eh bien, si on regarde l'histoire, oui, elle favorise les républicains. Dans toute l'histoire de la politique américaine, il n'y a eu qu'une seule fois où un président a été élu après un président du même parti politique. Il s'agissait de George Bush, élu après Ronald Reagan en 1988. Donc l'histoire est du côté républicain cette fois. Mais il est aussi très clair qu'il arrive à essayer de faire peur au public quant à un retour des républicains à la Maison-Blanche. Dans sa vidéo où elle a annoncé sa candidature, il y avait des gays, des noirs, et elle essayait vraiment de convaincre le public que les démocrates devraient rester au pouvoir. Merci beaucoup, Tal, depuis New York. Avec plaisir, Julien. Récemment, il y a eu lieu la très impressionnante cyberattaque contre TV5 Monde et c'est l'occasion pour nous de faire l'état des lieux de la menace sur Internet. À Tel Aviv, justement, il se tenait ici il y a quelques semaines le salon de l'industrie de la cyberdéfense. Ça s'appelle CyberTech 2015 et à la tribune, des invités de prestige du monde entier se sont succédés. J'ai le plaisir d'accueillir l'un d'entre eux, Rami Efrati. Son CV est très long, mais on va retenir surtout son passage au poste au Bureau national de la cybersécurité auprès du Premier ministre israélien à la tête du département des affaires civiles. Et c'est un peu compliqué, mais c'est un haut poste. Bonjour Rami Efrati, merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors expliquez-nous tout d'abord en quoi consistait votre poste au Bureau national de la cybersécurité en Israël. Oui, j'étais parmi les fondateurs du Bureau national de la cybersécurité il y a 3 ans. Pendant que j'étais là-bas, j'étais responsable du département civil, qui est, je pense, le domaine qui demande le système de sécurité le plus sérieux. C'est en fait le département en charge de faire en sorte qu'Israël soit un leader dans la cybertechnologie dans le monde. Alors là, on y voit plus clair. Aujourd'hui, on connaît les menaces des Anonymous qui souhaitent faire disparaître du net les institutions israéliennes. En revanche, on connaît moins les menaces sur les civils israéliens. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Eh bien, en fait, les menaces concernent tous ceux qui utilisent Internet et tous ceux qui utilisent des ordinateurs en général. Si on prend l'usage d'Internet, si on prend un particulier ou même une banque, alors que nous sommes connectés à Internet directement depuis notre téléphone mobile, et en fait c'est à travers Internet qu'on se connecte à notre banque, à notre compte d'électricité. Mais il faut savoir qu'Internet est plein de menaces. La plupart des virus qui entrent dans nos ordinateurs passent par Internet. Les menaces sont des menaces très développées. Avant, on connaissait seulement les virus et on utilisait des antivirus. Mais aujourd'hui, les menaces sont si sophistiquées que les antivirus ne peuvent même pas les détecter. C'est ce qu'on appelle des menaces développées persistantes. Nous sommes tous exposés à ces menaces dans nos ordinateurs. Mais il y a aussi des systèmes d'infrastructure qui sont affectés, même s'ils ne sont pas connectés à Internet. Ils utilisent des ordinateurs et ces ordinateurs peuvent avoir des virus. Mais est-ce qu'il y a une menace crédible sur les intérêts Internet israéliens ? Premièrement, le monde entier est sous la menace de cyberattaques, y compris Israël. Mais Israël est une destination très attractive pour les hackers, surtout, bien sûr, en fonction de ce qu'il se passe politiquement. Il peut s'agir d'une opération militaire ou bien d'une décision du gouvernement qui ne plaît pas à certains activistes, gouvernements ou terroristes. Donc Israël est menacé, mais Israël est aussi un pays avec un niveau de sécurité très élevé, bien plus élevé que beaucoup d'autres pays. Nous sommes préparés à cela, nous en sommes conscients et nous utilisons des technologies israéliennes pour la plupart très avancées. Alors, dites-nous en plus, justement, sur les autres pays dans le monde. Quel État, selon vous, ne se protège pas assez ? Et à l'inverse, quel État est le leader dans le domaine de la cyberdéfense ?
Je pense que tous les pays du monde ont compris aujourd'hui que la menace existe, qu'elle est sérieuse et qu'il faut s'y préparer. Il n'y a pas un pays dans le monde qui n'est pas conscient de cela. Certains plus que d'autres, mais ces derniers temps, on voit de plus en plus de coopération entre les pays. Il y a des coopérations sur l'information et de la coopération technologique. Il y a aussi un échange total des renseignements entre les pays, entre les organisations. C'est quelque chose de très important. Je pense que tous les pays du monde aujourd'hui sont impliqués sérieusement dans ce domaine. אבל מטבע הדברים, מי שמקבל או מי שנותן את הדחיפה היותר גבוהה, והם מבינים, אסטוניה הייתה בין הראשונות. Mais ceux qui prennent cela le plus au sérieux, ce sont les organisations qui ont été victimes d'une attaque. C'est le cas de l'Estonie par exemple, mais aussi des États-Unis. Les États-Unis ont fait l'expérience de quelque chose de très particulier. C'est ce que j'appelle le chantage politique. La Corée du Nord a menacé les États-Unis de conséquences économiques graves s'ils ne stoppaient pas la sortie du film de Interview de Sony. Donc cela affecte tous les pays, tout le monde prend cela au sérieux et fait des démarches contre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Et c'était Le Monde de cette semaine, tel que nous l'avons vu. Rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.